Je me présente, Olivier Ferreira, je suis chargé de mission sur la conservation et la gestion de la flore, partie flore terrestre et habitat. Et donc je vais vous présenter là un travail qui a été initié maintenant depuis quelques années, qui vise à l'élaboration d'une stratégie de conservation de la flore terrestre. Et j'essaierai de traiter rapidement quelques exemples sur la mise en œuvre opérationnelle de cette stratégie. Quelques petits rappels sur le contexte géographique du territoire du parc, pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne sont pas venus encore autour de Marseille. Donc voilà, le parc national des Calanques, qui est créé depuis 2012, s'étend donc sur un territoire qui part de la baie de Marseille jusqu'à celle de la Ciotat, avec pour sa composante terrestre un cœur terrestre et une aire d'adhésion qui représente 10 000 hectares environ. Concernant les facteurs de distribution de la flore, il est important aussi de rappeler quelques éléments locaux qui contribuent à des variations spatiales de la répartition de la flore sur le territoire. Donc le caractère bien sûr insulaire, puisqu'on a deux archipels, celui de Riou, du Frioul, on a aussi l'île verte, donc tout un réseau insulaire avec effectivement des espèces avec un facteur d'endémisme important. On a également des habitats bien sûr littoraux qui se répartissent sur tout le liseré côtier. Un facteur important aussi, c'est le relief, avec, on le voit, la photo à droite est parlante, avec un relief très tourmenté et donc une prédominance d'habitats rupestres. On a des facteurs de variation, même si on est sur des composantes géologiques qui sont dominées par les formations calcaires, on a quand même des fluctuations et des variations de géologie, notamment sur l'Est, avec des terrains plus siliceux. Et un facteur également à prendre en compte, c'est l'occupation humaine, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, avec des occupations à la fois sur la partie du cœur et sur sa périphérie, avec effectivement des évolutions, des activités lourdes dans le passé du territoire, notamment avec des activités industrielles au XVIIIe et au XIXe siècle, et aujourd'hui une activité qui se transfère et qui évolue vers des activités plutôt de loisirs, mais encore avec un positionnement de la deuxième métropole de France aux portes du parc, qui génère un certain nombre d'impacts indirects. Voilà, alors la démarche, comme je l'ai dit, elle a été initiée il y a environ 7 ans maintenant. Une première grosse étape pour l'élaboration de la stratégie a visé à d'abord engager un travail de hiérarchisation des enjeux de conservation sur la flore, donc de préciser un peu les espèces et de prioriser un peu les espèces sur lesquelles, bien sûr, il y a une attention en termes de connaissances, des besoins de réévaluation de la taxonomie, d'évaluation des impacts, une meilleure connaissance des liens fonctionnels des espèces. Bien sûr, suivre pour ces espèces et mettre en place les outils qui permettent d'évaluer l'état de conservation. Mais je dirais le premier élément, ça a été quand même le cadre réglementaire d'exercice du parc, notamment au travers des pouvoirs qui sont concédés au directeur, qui peut établir pour un certain nombre d'activités des décisions individuelles et des autorisations. Et la première remontée en interne, ça a été le manque effectivement de disposer d'une évaluation des enjeux en termes de patrimonialité sur le territoire. On avait des listes nationales, des listes régionales de protection d'espèces, on a des listes rouges, mais pas d'adaptation sur le territoire. Donc il était essentiel d'engager ce travail de hiérarchisation sur l'enjeu de patrimonialité porté sur les espèces de la flore terrestre. Voilà, alors on n'a pas réinventé la poudre, on a été très inspiré et on s'est appuyé sur des travaux qui avaient été initiés par le Conservatoire botanique sur le travail de hiérarchisation qui a été conduit pour l'évaluation à l'échelle de la flore de PACA. Et donc on a tout simplement repris la méthode qui avait été employée, qui est une méthode de scoring, et sur lequel, voilà, sur la base d'un maillage sur le territoire, un maillage qu'on a d'abord élargi, nous a permis de présélectionner un certain nombre de taxons, de taxons qui étaient identifiés comme indigènes sur le territoire. Donc 1205 taxons sur deux périodes où on a procédé à une actualisation des données. Donc une première
un premier exercice en 2018-2019, mais qui a été actualisé en 2022. La source des données, c'est la plateforme Silène, qui nous a fourni l'ensemble des données d'occurrence des espèces, dont la contribution du parc au niveau des agents, qui collectent régulièrement des données d'observation et qui les font, et pour lesquelles on fait une remontée sur la plateforme Silène. Alors de ce travail de scoring, on a intégré dans les critères, donc on retrouve un peu les critères de la méthode régionale avec des indices de responsabilité sur le territoire, un indice de rareté, un indice de vulnérabilité, et on a intégré également un autre critère qui était le résultat tout simplement de la hiérarchisation régionale. Vous avez ici le début des résultats, donc avec les 20 premières espèces qui du coup, se retrouve catégorisé sur la plus grosse classe d'enjeu, qui est la classe d'enjeu très fort. Alors ce travail, il a été fait une fois que l'outil a lancé la proposition. On a fait un travail de toilettage des données qui s'est fait en accompagnement avec le Conservatoire botanique, pour lequel on a un partenariat actif depuis quelques années. Et donc un travail de tri. Un certain nombre d'espèces ont été sorties, ce qui nous a amené à plus que 1013 taxons, voilà, certains étant en dehors des mailles du territoire de cœur, d'autres étant en redondance pour des questions de taxonomie. Voilà, donc ce toilettage nous a amené à recomposer et à redistribuer à la marge, notamment redistribution de certains taxons qui passaient de moyens à forts, ou inversement une décotation qui a été donnée à dire d'experts. On a bien évidemment dans le modèle un certain nombre de données qui sont en données déficientes, donc elles ont été maintenues en données déficientes. Le plus souvent, c'est qu'on ne dispose pas de données d'occurrence suffisantes. Et à signaler donc 45 taxons. Normalement, dans la méthode, on n'utilise pas les taxons qui n'ont pas été revus depuis plus de 20 ans. Mais là, on les a identifiés et un travail sera réalisé dans l'avenir sur une compréhension des raisons de disparition de ces taxons du territoire. 45 taxons donc à analyser par la suite. Une remontée du conseil scientifique qui a été consulté sur ces travaux, c'est l'approche partielle de l'enjeu de conservation. Aujourd'hui, on travaille au rang de l'espèce, mais on n'a pas forcément une approche à l'échelle de l'écosystème. Et donc, il y a nécessité de travailler dans l'avenir sur une approche beaucoup plus englobante à l'échelle de l'habitat, à l'échelle de l'écosystème. Et c'est un travail qui sera à poursuivre dans les années à venir. La deuxième phase, c'est une phase de typification qui a été engagée plus récemment, en 2022. On a démarré sur ce travail qui, là encore, est en redondance de ce qui a été fait au niveau régional par le CBNMed. Ce travail se décline en catégorisation de types de suivi. On a repris la totalité des suivis qui ont été embarqués dans la typification régionale. Certaines des actions de suivi ont été sous-déclinées. C'est le cas de ce qu'on appelle la surveillance. Et donc, on a défini deux types, les actions dites de prospection et les actions de veille. On retrouve ensuite les bilans stationnels, les bilans de suivi protocolé et également tout ce qui concerne le volet amélioration des connaissances. Voilà le tableau qui redistribue les taxons par différents types. Donc ici, on retrouve les éléments de typification régionale qui apparaissent en gras. Donc le bilan stationnel,
19 bilans sont prévus au niveau régional. Ensuite, on a des suivis protocolés, 18 étaient prévus au niveau régional. Et voilà, pour l'amélioration des connaissances, on a un volet assez conséquent aussi de taxons concernés. Contrairement à la typification régionale, on a fait le choix de pouvoir placer des taxons sur plusieurs catégories. Donc, on va faire un travail spécifique sur certains taxons pour réussir à embarquer le maximum d'éléments de suivi. Ici, un exemple de mise en œuvre opérationnelle, c'est le cas de l'Asplenium sagitatum, qui est une fougère qui pousse dans les fissures et dans les avennes ou baumes du territoire du parc. On détient à l'heure d'aujourd'hui au niveau régional 90% des stations. Et donc un enjeu et une responsabilité forte du territoire du parc pour garantir un bon état de conservation de ce taxon. Au niveau de la vulnérabilité, plusieurs impacts sont potentiels. Le changement global, c'est une espèce qui pousse plutôt sur des orientations nord, mais voilà, on a l'impression qu'elle souffre depuis quelques années des effets de sécheresse prolongée. On a des impacts liés à des loisirs comme l'escalade ou la spéléologie, et on a également une compétition potentielle avec d'autres espèces rupicoles. Cette espèce fait objet déjà de suivi historique de la part de gestionnaires. À l'époque, au début des années 2000, c'était le Senpaka qui était à la manœuvre, notamment sur l'archipel de Ryū, sur lequel on a de belles populations. Et voilà, l'idée, c'était aussi de capitaliser les suivis historiques et d'être dans une forme de continuité. On a retenu au niveau de la typification du parc, donc pour rappel, la typification régionale évaluait un enjeu de surveillance. Nous, on a établi plusieurs interventions, des prospections ciblées, de la veille, du bilan stationnel et des suivis protocolés. En 2022 et jusqu'à cette année, on a donc fait d'abord un travail de prospection et de veille sur l'existant qui nous a amené à rebalayer les zones qui étaient connues au niveau des données du Senpaka notamment, mais aussi toutes les données de la plateforme Silène, et on a donc reparcouru toutes les stations historiques du territoire sur 3 années. Vérification du nombre d'individus, de l'état de conservation, des éventuelles remontées d'informations sur des impacts. À noter que sur cet enjeu de prospection ciblée, on peut parcourir le bas des fissures, des avennes, mais souvent on est limité pour pénétrer en profondeur, pour éventuellement repérer cette espèce qui s'installe dans les fissures parfois très haut. Et donc on est dans une démarche d'évaluer de quelle manière on pourra poursuivre des prospections sur les fissures. On pense aux drones, on pense à la mobilisation de moyens encordés. On a une équipe qui dispose d'habilitation pour pouvoir parcourir les fissures. Donc ça fait partie des projections à venir de poursuivre ce travail d'inventaire et de prospection. Un outil parallèle pour assurer la veille, c'est le déploiement d'un outil qui s'appelle le monitoring. Voilà, depuis 2022, les parcs nationaux sont dotés d'une plateforme qui s'appelle la plateforme Géonature, qui est partagée d'ailleurs avec d'autres acteurs de gestion de données. Et voilà, on a un module qui permet de développer des monitorings. Et on a donc engagé depuis 2022 l'installation de cet outil
Et on a commencé avec l'asplénium, qui nous a permis de rebalayer du coup 118 stations. Voilà, ici elles sont représentées. Et on a pu refaire l'historique de visite de chacune des stations, avec y compris des observateurs extra-parc qui étaient à l'origine de la découverte de la station. Donc on le voit, une distribution sur les îles, une distribution sur le massif de Marseille-Vert. Voilà, tous ces sites ont été reparcourus et les données ont été bancarisées, ce qui nous amène aujourd'hui à constituer un jeu de données conséquent et qui nous amène à entrevoir la suite. Alors la suite, c'est peut-être un BS, l'équivalent de ce que réalise le CBNMed à l'échelle régionale, avec les moyens du parc et la collaboration du CBNMed. On envisage un stage de niveau M1, M2 qui nous permettrait de faire un rapport d'évaluation sur l'état de conservation de l'espèce, sur les éventuels impacts. Donc il y a un peu du traitement de données statistiques. On en est à 118 stations, comme je vous l'ai dit, et on pourra faire ce travail probablement. Ensuite, on avait coché dans la typification la possibilité de développer des protocoles de suivi protocolés. Et donc, se pose la question de quels partenaires scientifiques pour nous aider à mettre en œuvre ces protocoles, sachant que le parc n'est pas forcément doté de moyens humains conséquents pour pouvoir construire, suivre et réaliser ces protocoles. Donc, il y a toute une phase d'animation à mettre en place pour réussir à peut-être constituer dans les années à venir un suivi dédié. Et enfin, c'est un peu la phase ultime qui nous attend, c'est l'élaboration d'un plan d'action local pour l'espèce, notamment si des situations d'impact réel sont diagnostiquées. Donc on a eu des cas par exemple d'équipement de voies d'escalade à côté de stations. Donc peut-être qu'il y a des mesures d'interdiction temporaire à mettre en place. On a aussi la question de l'évaluation de l'impact du changement climatique et peut-être que cette espèce peut constituer un bon candidat à la mise en place d'un protocole de suivi qui nous permettrait d'avoir une évaluation fine du changement global sur une partie de la flore menacée. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie de votre attention. Certains ont des questions, des remarques, des compléments. Oui, donc Frédéric Médaille. Merci Olivier. Bon, j'espère qu'il y aura une possibilité de collaboration sur l'approche scientifique, comme tu l'indiques, par un stage de M1 ou M2. Juste par rapport aux données déjà recueillies, est-ce que tu as des éléments qui mettent en évidence des contrastes entre la situation insulaire et continentale pour la persistance de cet asplénium? Est-ce que les populations insulaires se portent mieux, moins bien? Qu'en est-il? Est-ce que tu as déjà des premiers éléments? Oui, tout à fait. On a une particularité sur Maïr, qui est donc une des îles de l'archipel de Riou, sur lequel on avait une présence ancienne de chèvres. Et ces chèvres ont disparu maintenant depuis quelques années. Et on constate une dynamique qui s'installe sur la partie falaise nord, avec le lierre qui était présent et qui se développe considérablement. Et donc, ça interroge sur le maintien, notamment, et la compétition entre le lierre et l'asplénium. Donc ça, c'est un problème qui est propre à Maïr. Sinon, globalement, l'état de conservation entre continent et Riou, puisque la deuxième grosse population, c'est Riou, on n'a pas vu de foncière différence. En tout cas, l'impact humain lié à l'escalade qui est plutôt relevé sur la partie continentale, ça reste à évaluer. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'impact physique direct. Finalement, les seuls impacts humains qui ont été relevés aujourd'hui, c'est la fréquentation de grottes et les feux qui sont faits occasionnellement à l'entrée des grottes.
Donc on a notamment une station qui était présente à la Grosse Roland, qui a disparu aujourd'hui. On a de la mortalité qui est probablement liée à de la sécheresse, donc les sécheresses prolongées, mais ça concerne l'ensemble du territoire. Lorsqu'on est sur des orientations qui ne sont pas franchement nord, lorsqu'on n'a pas de suintement qui font qu'on a une arrivée par le haut, un peu d'humidité, c'est des critères qui seront à prendre en compte. Merci. Merci Olivier. 6 études d'ambulance stationnelle sur continent et île continentale, si je peux dire ça comme ça. C'est bien aussi de penser à plus large. Et nous, sur la Corse, on a également Asplenium sagittatum avec des problématiques qui ressemblent un peu à celles que vous rencontrez. Je pense que ça vaut le coup de se creuser un peu la tête sur des histoires de sécheresse, de lierre. On n'a pas d'escalade, on a des impacts indirects d'une carrière qui a eu la bonne idée. Le calcaire n'est pas très présent en Corse, donc quand il y en a et qu'il est accessible en bord de route, ça peut donner des idées. Donc on a eu ce genre de choses à gérer, à savoir l'activité carrière. Mais la station est en déclin. Voilà, ça fait partie des sujets sur lesquels Alain, le collègue botaniste, là, nous alerte régulièrement. Donc je pense qu'il y a une réflexion plus globale à avoir sur le sujet. Sur ce qui est du BS, on est tout à fait ouvert à ce que ce soit un BS qui soit fait à une échelle plus ambitieuse. On en a discuté avec le CB qui n'avait pas mis, je l'ai rappelé, la typification régionale fait état d'une surveillance simple, mais pas de l'élaboration d'un BS. Donc évidemment, ce n'est pas une priorité pour le CB d'engager, mais finalement, sur l'échelle, en tout cas PACA, il ne reste pas grand-chose pour finir l'évaluation globale, puisqu'on a quelques avennes qui sont en CRO et on a quelques données qui sont sur le VAR. Mais comme je l'ai dit, on a 90% de PACA qui est chez nous et ce travail, il est déjà fait. Voilà, donc à voir si on peut additionner avec la Corse, mais volontiers. Je voulais juste compléter aussi par rapport à ta présentation, sans spolier la présentation de cet après-midi relative au plan national d'action parois et pieds de parois. Mais dans le cadre du plan national d'action parois et pieds de parois qui va être présenté par le CBN alpin et le CBN méditerranéen, l'une des actions, c'est le déploiement d'un suivi vertical. Je crois que c'est comme ça qu'on l'a appelé. Et cette action va être coordonnée dès l'année prochaine par le CBN alpin.